mercredi 5 mars 2025, la librairie Ombre Blanche à Toulouse organisait en lien avec la librairie Oxymore à Port-Vendre une rencontre avec Nelly Allard, romancière et scénariste, autour de son livre La Manif, paru aux éditions Gallimard, inspiré de l'histoire vraie d'un manifestant romain grièvement blessé par une grenade de désencerclement en marge d'une manifestation. L'échange était conduit par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'accueillir Nelly Allard pour alors un livre qui m'a énormément touché. Je vous le disais avant qu'on commence cet entretien. Vraiment, je trouve que vous avez réussi à saisir la quintessence. Alors c'est un livre inspiré d'une histoire vraie, hein, comme on dit maintenant, comme on a l'habitude de le dire. C'est un roman, on peut dire que c'est un roman, hein, même s'il n'y a pas roman écrit sur la couverture de manière explicite. Il s'intitule La Manif, il est publié aux éditions Gallimard, il est sorti tout récemment, hein, au mois de janvier de cette année. Quelques mots sur vous, vous êtes actrice, scénariste et romancière, donc vous avez, je crois, été formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Je me suis un peu penché sur votre parcours. J'ai été recherché sur les sites internet. Vous avez joué dans énormément pas mal de pièces de théâtre. Hein. J'ai retrouvé des séries policières, énormément pas mal de choses. Non, mais c'est important de le dire d'entrée de jeu. Et vous êtes ensuite, comme on dit, vous êtes consacré ensuite pleinement à l'écriture, si je puis dire, puisque vous avez reçu le prix Roger Nimier, c'était en 2010 pour Le Crieur de nuit, et vous avez eu aussi en 2013 le prix Interallié pour Moment d'un couple. C'est donc votre 4e livre, le 3e étant La vie que tu t'étais imaginée, c'était en 2020, toujours aux éditions Gallimard. Alors je le disais, vous nous proposez, Nelly Allard, de repartir un peu en arrière dans le temps, en 2016, au moment où justement, vous vous en souvenez sûrement, il y avait ces manifestations liées à l'adoption de la loi travail, hein, qui était portée par Myriam El Khomri. À l'époque, on était sous le gouvernement, sous François Hollande, avec Bernard Cazeneuve, je crois, qui était ministre de l'Intérieur. J'en parle parce que c'est important. Emmanuel Valls, Premier ministre. Voilà. Alors ça, c'est c'est inspiré, on va dire, il y a eu donc un fait divers, on va dire, qui a touché de manière tragique un participe pas vraiment à la manifestation, on peut pas dire pas du tout, alors, mais on va y venir, qui s'appelle Romain D, c'est le personnage central du livre. Première question qui me paraît assez évidente, c'est de vous demander d'abord, Nelly Allard, quel a été le point de départ, un peu le déclencheur, l'idée de départ, pour vous lancer finalement dans cette histoire vraie et en faire un roman. Voilà, parce a priori, je suis pas quelqu'un de particulièrement intéressé au départ par les histoires de violences policières. C'est vrai que en fait le père de ce jeune homme, Romain D, donc qui a été blessé très gravement au cours en marge d'une manifestation, puisqu'il n'était même pas manifestant. Le père de ce jeune homme est réalisateur. Et il se trouve que en sortant du conservatoire, justement, quand j'étais jeune comédienne, j'ai tourné dans son premier court-métrage, donc je le connaissais. Mais bon, comme ça arrive dans ce métier, on n'était pas vraiment resté en contact, on se voyait de loin en loin, mais c'était pas un ami proche. Et j'ai pas eu connaissance du tout de cette histoire à l'époque. Et je n'ai eu connaissance, alors évidemment, là, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Oui, non, la fin. Il faut pas. Ah, je crois pas. Enfin, je sais pas en même temps, parce que c'est vrai que. Disons que c'est le père donc de Romain qui m'a raconté l'histoire, Et l'histoire est tellement folle. Ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, et ce qui s'est passé après, que l'histoire est tellement folle que quand il m'a raconté cette histoire, je lui ai dit, mais il faut en faire un livre. Et bon, il m'a dit, oui, mais moi je suis pas capable de toute manière, et je lui ai dit, je vais le faire. Parce que c'est vrai que je voulais dénoncer quand même quelque chose. Je me disais, il faut que, parce que la presse n'en parlait pas. La presse avait parlé de cette affaire pendant les jours qui ont suivi l'accident. Enfin, la chose, on ne sait même pas comment l'appeler. C'est une des choses que disent quand on ne sait pas comment l'appeler. On ne sait pas comment l'appeler. On ne sait pas comment l'appeler. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un attentat, c'est pas bon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais donc, après ce qui était arrivé à Romain,
La presse en a parlé pendant quelques jours, et puis après, bon, il y a eu d'autres événements, et puis voilà, ça roule, ça a été balayé, et plus personne n'en parlait, et voilà, ce qui a représenté pour la famille le début d'un cauchemar, et qui a duré quand même des années. Presque 10 ans, enfin. Presque 10 ans, oui, enfin, qui n'est pas terminé, si on peut dire, qui n'aura sans doute pas de fin, mais voilà, et donc j'ai rencontré après m'être engagée à écrire ce livre, dans quoi je m'embarque, j'ai rencontré tous les membres de la famille que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Romain, je ne connaissais pas sa mère, ni ses sœurs, ni sa grand-mère, qui sont tous les personnages du livre. Et je leur ai demandé de me raconter l'histoire racontée de leur point de vue. Et chacun d'eux avait une vision différente et une personnalité vraiment intéressante. Et je me suis dit, chacun d'eux est un personnage formidable, en fait. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais raconter cette histoire sous forme d'un roman choral, et en étant au plus près du ressenti de chacun des personnages, sachant que j'ai respecté, quand on dit que c'est inspiré de faits réels, c'est très inspiré, parce que tous les faits relatifs à l'affaire sont réels, hein, parce que si je m'écartais, je me disais que ça allait perdre de sa force, en fait, parce que on pouvait se dire que j'avais tout inventé, donc... et que c'est quand même malgré tout un roman, puisque je me mets dans la tête des personnages, et ça, leurs pensées, évidemment, ils sont seuls à les connaître, donc moi j'ai forcément dû interpréter, me mettre à leur place, mêler mes sentiments, moi, de mère. C'est vrai que je me suis sûrement plus identifiée au personnage de la mère qu'à aucun autre, parce qu'à l'époque, moi j'ai 2 garçons jumeaux qui étaient en terminale à l'époque, et qui me disait fréquemment, je suis allée voir la manif, je disais, mais fais attention, c'est dangereux, on savait que c'était violent. Il me dit, non, mais je fais gaffe, t'inquiète, je reste à distance. Et c'est tout à fait ce qu'a fait Romain, puisqu'il était parti filmer en restant à distance pour essayer une GoPro qu'il venait d'acheter, et qui s'est pris une grenade d'encerclement dans le crâne. Quand je vous dis qu'il ne faut pas spoiler, vous êtes tout à fait libre. C'est vrai que c'est difficile parce qu'en même temps, ce n'est pas un suspense non plus très... Mais c'est vrai qu'on a quand même... Le roman avance, le texte, donc voilà, il y a une progression, si je puis dire. Donc voilà, je suis un peu partagé entre les deux, si vous voulez. Je ne sais pas trop comment... Mais en fait, c'est quand même... Moi aussi, pendant longtemps, j'ai même les quelques articles qu'il y a eu sur je me disais, zut, il spoil complètement l'histoire. Mais c'est très difficile d'en parler parce que l'énormité de la chose... Voilà, je peux le dire quand même. S'il y avait eu un procès, j'aurais pas écrit le livre. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu non seulement il y a eu donc la blessure, si on peut dire, ce qui est arrivé, l'enfoncement de la boîte crânienne, coma pendant 10 jours. Il était donné pour mort. Il était vraiment à sa famille. On l'a indiqué qu'il avait très peu de chances de survivre, et que s'il survivait, il serait dans un petit fauteuil en bavant partout, que le cerveau était lésé dans les parties qui correspondaient à la parole et à la marche. Donc, en gros, s'il se réveillait, il allait être un légume. Donc, tout ce... je ne sais plus ce que je voulais dire. Au fait de dire les choses, on est partagé entre le fait c'est ça. Mais en fait, malgré tout, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est pas tant que ce soit arrivé, puisque une bavure policière, ça peut arriver comme une erreur médicale, c'est insupportable pour la famille, mais ça peut arriver, l'erreur est humaine. Mais ce qui est insupportable, encore plus insupportable, c'est tout ce qui a suivi, et le déni, et les mensonges, et la volonté de cacher d'abord la vérité, et ensuite la volonté de traiter Romain comme le coupable de cette histoire, puisque pendant toute la procédure, il a été vraiment traité comme un coupable. Procédure qui a duré 9 ans, et pour aboutir à un non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de procès, que la parole de Romain n'aura jamais été entendue, et qu'on lui dit circuler, il n'y a rien à voir, que le policier qui a jeté la grenade n'a même pas eu un blâme, on dit même pas, que Romain n'a jamais eu en face de lui. Il n'a jamais pu avoir une confrontation. Il n'a jamais été confronté, et on sait bien, et que donc c'est l'histoire d'une reconstruction impossible aussi.
parce qu'on sait bien que dans ce genre de traumatisme, que ce soit des agressions, des viols, on sait combien c'est important pour la reconstruction de la victime que les faits soient reconnus, que les choses soient dites. Même après, le policier, il aurait été acquitté, bon. Mais au moins, les faits auraient été dits, quoi. Et là, c'est cette espèce de silence, de choses molles, où les années passent sans rien, sans que rien ne se passe, et puis ça se dilue. Et voilà, et Romain a passé toutes ces années dans l'attente d'un procès qui n'aura jamais lieu. Alors vous prévenez, il y a une remarque importante au début, c'est que à propos des noms justement des personnages, parce que bon, à l'exception de Romain D, c'est Romain Dussault, hein, si on fait des recherches sur Internet. On trouve assez facilement. À l'exception de celui de Romain, les noms de tous les personnages ont été changés. Alors c'est vrai que vous suivez en fait chaque personnage de la famille, les parents, alors Agnès, je crois que c'est Gilles, le père, Françoise qui est la grand-mère, il y a Clotilde, la sœur, et Judith qui est une autre sœur. Enfin, voilà, et à chaque fois, c'est à la troisième personne. Hein. Il y a des, voilà, mais ça, c'est peut-être en effet. Et donc, il y a ce fait que vous avez tenu, vous étiez un peu obligé. Alors ça, je l'ai pompé sur la Familia Grande. Je vais tout vous dire, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question. On s'est posé la question. Enfin, moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on met roman ou pas roman? Parce que c'est quand même un roman. Ça se lit comme un roman. Oui. Mais en même temps, je voulais qu'on sache que c'était quand même une histoire vraie. Parce qu'encore une fois, je trouvais que si c'était complètement inventé, ça n'aurait pas la même force. Et puis que je voulais vraiment témoigner de cette histoire. Et dans la Familia, je me suis dit comment elle a fait pour la Familia Grande. Tout le monde sait que c'est une histoire vraie, et en même temps, elle n'a pas dit les noms. Et il n'y a pas marqué roman, donc j'ai regardé. Il n'y a pas marqué roman, et je ne sais pas s'il y a marqué à l'exception d'eux. Mais il y a marqué tous les personnages, les noms de tous les personnages ont été changés. Ce qui est une manière, je trouve, remarquable de dire c'est une histoire vraie. Mais tous les noms ont été changés. Mais sans dire que c'est un roman, sans dire voilà. Et en fait, au départ, j'avais changé aussi celui de Romain. Il l'aimait pas beaucoup, il ne voulait, enfin, ça lui plaisait pas trop, mais je me disais, bon, on est un peu obligé pour. Et puis, parce que bon, le roman, il a été lu par un avocat, hein, chez Gallimard. Quand on publie une histoire vraie, on fait toujours attention quand même à pas avoir de procès en diffamation ou quoi que ce soit. Donc, à ce que les gens puissent pas être reconnus. Mais en revanche, l'avocat nous a dit non, vous pouvez laisser Romain, parce que si on change le prénom, on aura l'air de vouloir cacher que c'est une histoire vraie, alors que c'est facilement reconnaissable, et que donc il n'y a pas de raison de. Donc voilà, j'ai pu garder le nom de Romain, ce qui me convenait bien. Alors, et donc le livre s'ouvre, on est le jeudi 26 mai 2016 au Cap Ferret. Donc on est assez rapidement plongé au cœur finalement c'est les parents là qui sont les premiers à apparaître, si je puis dire, dans l'histoire. Agnès se souvient que ce soir-là, la veille de leur départ, ils avaient décidé d'aller manger des huîtres sur le port et qu'au restaurant, ils s'étaient disputés. Elle ne sait plus pourquoi, sans doute au sujet de cette maison que Gilles s'était soudain mis en tête qu'il fallait vendre ou louer, tandis qu'Agnès ne voulait pas en entendre parler. Toujours est-il qu'ils étaient rentrés à pied, sans échanger un mot, et qu'une fois arrivés, au lieu de se vautrer devant la télévision du salon pour regarder les nouvelles, Gilles était monté sur la mezzanine qui lui servait de bureau, où depuis, il faisait la tête. La disparition de Stéphanie quelques semaines plus tôt l'avait changé. Gilles dormait seul, s'énervait pour un rien et voyait tout en noir. Stéphanie était morte dans son sommeil d'un arrêt cardiaque. Son compagnon l'avait trouvée inanimée à ses côtés au matin, avait appelé le SAMU trop tard. Gilles ne s'en était toujours pas remis. Outre une amie, il avait perdu en Stéphanie une partenaire de travail, sa première lectrice. Elle était scénariste et réalisatrice comme lui, et depuis des années, ils discutaient ensemble de leurs projets respectifs à tous les stades, échangeant avis et critiques, s'encourageant ou se décourageant sans aucune complaisance. Sans elle, il n'arrivait plus à écrire. Je m'arrête là, mais c'est vrai qu'on est... Après, en fait, on va apprendre qu'en effet, ils sont au Cap Ferret, ils se demandent s'ils vont peut-être vendre la maison. Enfin, lui, donc, est réalisateur, scénariste, et Agnès, je crois, si je me souviens bien, est sage-femme. Voilà. C'est vrai que donc, on rentre très progressivement comme ça dans l'intimité de cette famille. Vous le disiez au début, Nelly Allard, vous avez eu
Alors voilà, est-ce que ça a été assez rapidement pour vous l'idée que vous alliez comme ça suivre chaque personnalité familiale, si je puis dire, oui, tout à fait. Cœur de l'intimité? La manière dont j'ai procédé, c'est que j'ai pris les rendez-vous avec chacun d'eux séparément, hein. Et je leur ai demandé de me raconter l'histoire telle qu'ils s'en souvenaient. C'était des années plus tard, hein, donc où ils étaient à ce moment-là, comment ils avaient appris, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti, et d'ailleurs ils ont découvert des choses quand ils ont lu le livre. Ils ont découvert chacun des choses qu'ils ignoraient parce que forcément il y a toutes les espèces de tensions, de conflits sous-jacents dans une famille qui existent, dans une fratrie, la façon dont on se perçoit les uns les autres, qui ressurgissent, hein, quand ils parlent. Et donc après, j'ai raconté l'histoire donc par ordre chronologique, hein, depuis le moment où les parents apprennent, en me demandant à chaque fois quel est le personnage le plus intéressant pour ce moment-là. Le personnage qui est le plus fort. Sachant que Romain n'arrive dans l'histoire que à la deuxième moitié, oui, c'est ça, oui. Presque aux 2/3, puisque pendant la première moitié du livre, il est dans le coma. Donc c'est le personnage principal de l'histoire, mais il est quand même très absent. Oui. Sauf que dans des cas comme ça, c'est un tel... Parce que la manière dont ils apprennent, les parents, c'est qu'on leur dit, en gros, votre fils a été blessé au cours d'une manifestation. Et là, il y a une espèce de sidération parce que leur fils n'a jamais manifesté, il n'a jamais été dans une manifestation. Qu'est-ce qu'il faisait dans une manifestation? Romain, il n'est pas du tout. Et après, quand ils arrivent à l'hôpital, ils comprennent assez vite, à la manière de parler des médecins, du personnel, que on leur a amené, le personnel soignant, quand on a amené Romain à l'hôpital, on l'a présenté comme un casseur, comme un voyou. Et donc, il y a cette espèce de truc complètement fou où ils se demandent, mais est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'un coup, ils se disent, est-ce que vraiment on peut se tromper à ce point sur notre fils? Est-ce qu'en fait, on leur présente comme faisant partie de Black Bloc, quoi, en gros Donc, il y a cette espèce de vacillement comme ça, de se dire, cette incompréhension, Bon... Et donc, je me mets dans la tête des parents, puis des sœurs qui découvrent peu à peu la vérité, qui la découvrent surtout vraiment le lendemain, quand les vidéos commencent à circuler sur Internet et que la plus jeune sœur, qui est la seule qui soit sur les réseaux sociaux, qui est Judith, a des copains qui la préviennent, qui leur disent... qui leur dit il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux où on voit ton frère qui tombe. Oui, puis on voit très très bien ce qu'elle a dit. J'imagine que la difficulté, j'en sais rien, hein, peut-être que je me trompe, mais la difficulté, elle était de suivre en effet chaque personnalité familiale, chaque personne, et puis en même temps de parallèlement intégrer aussi dans la narration des aspects, les échanges qu'il peut y avoir avec le ministre de l'Intérieur à un moment, le préfet qui vient dire des trucs, je ne vais pas raconter, mais hallucinants, aussi. Bon, voilà, et d'arriver comme ça, entremêler l'intime. C'était pas très difficile, parce qu'en fait, je suis justement les personnages en fait, qui découvrent la vérité petit à petit, qui commencent par entendre les mensonges, effectivement, que dit le préfet qui les croit évidemment, parce que pourquoi on ne croirait pas ce que vous dit le préfet de police de Paris, et qui après se rendent compte que non seulement le préfet leur a menti, mais que certainement les vidéos, ils les avaient vues même avant eux, donc il leur disait parce que le préfet de police leur dit que leur fils a été blessé par une boule de pétanque jetée par un manifestant. Et donc, ça semble tellement fou qu'une fois qu'ils ont vu les vidéos, que Agnès, la mère, dit « mais peut-être qu'ils n'ont pas vu les vidéos ». Et je me dis, c'est le préfet de police de Paris, il a vu les vidéos bien avant nous, à la seconde où elles sont sorties. Donc, en fait, oui, c'était forcément, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était pas de raconter l'histoire d'un point de vue journalistique, avec le recul, etc., c'est de raconter ça minute par minute, les découvertes au fur et à mesure que les proches donc, découvrent la vérité. Avec un personnage qui m'a
ils m'ont tous beaucoup touché, mais parce qu'ils sont tous très différents. Et puis il y a une très belle page aussi sur la famille, comme vous venez de le dire, sur le fait qu'en effet, cet événement dramatique va peut-être aussi les faire... déclencher des conflits sur la manière de réagir, sur ce qu'il faut faire. Pencher aussi sur leur propre histoire aussi personnelle, c'est très intéressant. Mais il y a un personnage de Françoise, qui est la grand-mère, qui est la grand-mère, un peu, je sais pas comment... c'est un personnage formidable, parce que c'est une dame de plus de 70 ans maintenant, bientôt 80, qui est très fantasque, et qui est une ancienne 68arde, on peut dire ça, oui, qui a milité pour les droits des femmes, qui a connu mai 68, qui a été la compagne de Chris Marker, qui a une espèce de folie comme ça, qui écrit des poèmes, et qui ne peut pas imaginer, ne peut pas concevoir que ça arrive sous un gouvernement de gauche, quoi. C'est voilà, et qui est d'autant plus effondré, quoi, que ça puisse arriver sous un gouvernement de gauche. Romain aime écouter sa grand-mère lui raconter sa vie, surtout les années 60-70, cette époque qui avait l'air si chouette et qui paraît aujourd'hui si lointaine. Elle l'avait regardé partir en se disant quel dommage, ne parvenant pas à comprendre comment un être aussi beau et aussi doué que lui pouvait abandonner soudain toute ambition artistique et sembler se satisfaire de seulement gagner sa vie en faisant du commerce. Mais Romain était encore jeune, si jeune, 28 ans à peine. Il a encore toute la vie devant lui, avait-elle pensé. C'est vrai que c'est aussi ça, il y a cette espèce de parcours personnel de Romain qui, en même temps... Ça arrive à une période de sa vie où il était au cours Florent, il a voulu être comédien, et puis il s'est rendu compte que c'était pas vraiment pour lui, et puis c'est un jeune homme qui se cherche, qui n'a pas vraiment encore trouvé sa voie, et c'est vrai que ça va le stopper un peu dans son élan, c'est-à-dire que pendant les années qui suivent, à partir du moment où il sort du coma et où en fait il n'a pas les atroces séquelles qu'on avait prédit à la famille, c'est vraiment, d'un point de vue physique et médical, c'est une sorte de miraculé. Et sa manière à lui de réagir à cet événement, c'est d'avoir une espèce de vision mystique, presque mystique. Il a l'impression qu'il est le héros, que le fait qu'il ait été miraculé, c'est qu'il est porteur d'une mission quelque part. Et sans doute, c'est sa manière à lui de survivre, et que l'attente de ce procès, de ce moment où il va se montrer, et en même temps il refuse d'être victime, mais il a l'impression d'être porteur de quelque chose, quoi. Et après il ne se passe rien, et donc c'est une espèce de lent, et il vit pendant toutes ces années comme s'il était arrêté dans l'attente de ce qui va clore cette histoire et qui va lui donner ça. Voilà, et c'est une déception, et voilà, il a 36 ans aujourd'hui, et on me demande souvent comment va-t-il, et j'allais vous poser la question. Alors, comment va-t-il ? C'est difficile à dire, parce que lui, s'est jamais plaint, Romain, il n'a jamais voulu qu'on le considère comme une victime, la raison pour laquelle d'ailleurs il n'a pas cherché la médiatisation, bon. Et donc, et aussi quand il allait voir les neurologues, il disait toujours que tout allait très bien, donc ce qui facilite pas non plus Bon, le fait est qu'il a une moitié de crâne en plastique. Bon, ça se voit pas tellement, hein, mais qu'il est sous traitement anti-épileptique à vie parce qu'il a essayé d'arrêter le traitement et qu'il a convulsé immédiatement, qu'il ne peut pas faire de sport, qu'il peut pas conduire, qu'il a pratiquement très peu d'odorat. Voilà, à part ça, il va bien. Enfin, son cerveau fonctionne, il parle parfaitement normalement, il est capable de marcher, de parler, de réfléchir, de vivre presque normalement. C'est pas rien quand même, mais c'est pas rien comme séquelle. Mais en plus de ça, psychologiquement, ses parents vous diront qu'il va pas bien du tout. Ouais. Voilà. Mais lui, il vous dira pas ça. Donc moi, j'ai du mal à parler en son nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu quand même quelques belles années de sa vie et que
Vous disiez que donc je veux dire, tous les membres de la famille ont lu donc le livre, le roman. Oui. Quelles ont été leurs réactions? Non, ils étaient très ils étaient très contents. D'abord, ils se sont prêtés vraiment. Ils étaient vraiment demandeurs, quoi. Comme Romain. Enfin, ils ont tous besoin en fait que cette histoire soit connue, que ce livre soit lu. Et ils étaient très contents. Ils m'ont demandé parfois quelques modifications très mineures, voilà, mais vraiment quasiment rien en fait. Ils m'ont laissé très très libre. Ils étaient même étonnés que je sois restée si proche de ce qu'ils m'avaient raconté. En fait, ils m'avaient donné l'autorisation de broder si je voulais, mais encore une fois, moi je trouvais ça plus intéressant de rester. De toute façon, de manière générale, dans tous mes livres, je me suis toujours inspirée d'histoires vraies et j'ai toujours trouvé que la réalité était plus intéressante que mon imagination. Je me méfie de mon imagination parce que j'ai l'impression que on a lu tellement de livres, on a vu que souvent, si je me fie à mon imagination, je vais plagier quelqu'un ou je vais tomber dans des clichés. Et j'ai toujours l'impression que c'est vraiment en regardant, en écoutant, en regardant autour de soi, en se souvenant aussi de choses qu'on a ressenties, qu'on est le plus le plus universel finalement et le moins cliché et qu'on touche vraiment à la vérité des choses. Le personnage de Judith aussi, la plus jeune sœur. Donc, la plus révoltée. Oui, à un moment donné, parce qu'en fait c'est intéressant parce que je reviens sur la famille, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu le cœur et le centre du roman. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est une famille qui a parfois du mal aussi à être dans des gestes on dit qu'elle est pudique, enfin elle dit des gestes de tendresse ou d'amour dont on ne se touche pas énormément, enfin même pas pour... Voilà. Judith dit un moment à propos de son frère, Judith ne pouvait croire que Romain s'épanouissait là-dedans. Donc elle parle en fait de son activité justement... Oui, il a créé une boîte. Commerciale, alors que bon, il était destiné peut-être à devenir comédien, mais finalement... quelque chose de plus artistique. Judith ne pouvait croire que Romain s'épanouissait là-dedans, elle était sûre qu'il en aurait vite marre et espérait qu'il reviendrait à quelque chose d'un peu plus artistique. Toujours est-il qu'à présent, Romain et elle s'entendaient très bien. Depuis quelques semaines, ils se faisaient même la bise. Un truc de ouf dans cette famille, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était pas très tactile, à part Agnès, qu'il était beaucoup. Cette famille dans laquelle on se prenait peu dans les bras, on s'embrassait encore moins. Une famille pudique, comme on dit, pudiquement. Et donc c'est vrai que peut-être cet événement va aussi, les ressouder, peut-être oui et non. Exacerber aussi certaines différences dans la manière de voir les choses. En fait, le péché originel de Romain et de sa famille, peut-être dans cette histoire, si on compare, par exemple, à Laurent Théron, qui a été éborgné 3 mois après, en septembre, par une grenade du même type que Romain. Et le policier qui a jeté la grenade de désencerclement, qui a éborgné Laurent Théron, il a été traduit aux assises. Alors, le policier a été acquitté, mais il a été aux assises 3 ans plus tard. Si on compare, alors que la blessure de Romain était potentiellement plus grave encore qu'un éborgnement, c'est-à-dire que lui, non seulement la procédure a duré 9 ans, mais il n'y a jamais eu de procès. Donc c'est les 2 poids 2 mesures, et donc le péché originel de Romain et de sa famille, c'est d'avoir une confiance totale dans nos institutions en fait. C'était des gens qui n'ont rien contre la police, et pas du tout, et qui ont surtout n'ont pas imaginé une seconde que la justice pourrait ne pas être rendue, sachant que l'événement a été filmé sous toutes les coutures, qu'il y a toutes les vidéos, qu'il y a tous les témoignages, et que donc ça semblait invraisemblable. Et donc ils ont cette confiance, y compris quand ils sont convoqués place Beauvau au ministère de l'Intérieur et que le ministre leur assure que toute la vérité sera faite, ils le croient.
Et donc, c'est là que le personnage de Judith, la jeune sœur, qui, elle, dit, mais enfin, comme si c'était pas évident que le ministre les recevait uniquement pour les enfumer, comment pouvait-il être aussi naïf? Et voilà, il y a des conflits comme ça et l'avenir lui donnera raison. Parce que le livre, ici, comment dire, j'ai envie de dire, déborde. Hein. Après 2016, vous évoquez les Gilets jaunes, justement, en 2019. Enfin, ça va jusque... Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi un peu... bien sûr que je ne sais pas trop comment faire parce que je ne peux pas dévoiler non plus trop. Mais bon, là on dévoile parce que c'est hallucinant parce que c'est que le défenseur des droits aussi qui. Oui, tout ça. La juge d'instruction au départ, tout est. On se dit, heureusement qu'on est assis quand on lit le livre parce que bon, on n'y croirait pas. Oui, et là aussi pareil. Quand je dis s'il y avait eu un procès, j'aurais sans doute pas écrit le livre. Si il n'y avait pas eu le défenseur des droits, peut-être que j'aurais été plus gênée aussi parce que c'est vrai que ce livre est vu uniquement du point de vue de la famille, donc on peut dire c'est un point de vue subjectif. Il y a sûrement d'autres éléments qui sont pas. Mais le défenseur des droits, donc qui était Jacques Toubon à l'époque, qui n'est pas vraiment un gauchiste, a fait mener une enquête très approfondie de 3 ans. Et il a rendu sa décision et son jugement était qu'il y avait eu effectivement une faute commise, que les policiers n'étaient pas en situation d'encerclement, qu'ils avaient dégoupillé la grenade avant d'arriver sur les lieux, puisque c'était des équipes de renfort qui arrivaient sous les lieux, et qu'ils avaient jeté de la foule en plus derrière sans regarder, qu'ils n'avaient pas porté assistance après la grenade, alors que normalement ils sont tenus par la loi de le faire quand il y a un blessé, et que donc outre le fait d'avoir blessé Romain, ils s'étaient rendus coupables de non-assistance à personne en danger, en empêchant les secours d'intervenir. Bon. Après, il y a même d'autres. Enfin bon. Oui, après, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Voilà. Et donc, le défenseur des droits a rendu ce jugement, ce qui est donc à ce moment-là, encore une fois, la famille s'est dit bon, ça y est, c'est bon, c'est reconnu. Et puis, par là-dessus, le juge d'instruction déclare que le défenseur des droits est une autorité indépendante, mais qui n'a pas de compétences en matière de police, et prononce un non-lieu. Oui, il y a une expertise microbalistique. Tout est bon. Normalement, voilà, à un moment donné, on se dit bon, ça devrait. L'évidence est là et non. Voilà. Oui, je parlais et c'est vrai aussi que ce livre peut être lu aussi. Alors c'est vrai que ce contexte anxiogène, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment amélioré dans ce qu'on vit actuellement, mais c'est vrai qu'il y a un moment où vous parlez, le roman aborde la question finalement de certains basculements après le Covid. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans ce côté justement anxiogène encore maintenant. Donc ça prend aussi une résonance, j'ai envie de dire, encore plus forte. Oui, bon après ça s'élargit parce que c'est vrai que ça se dilue dans le temps parce que la troisième partie, donc c'est toutes les suites juridiques. Ça se dilue beaucoup dans le temps et puis dans l'espace aussi parce que la petite amie de Romain, sa compagne, est russe. Nastasia, et donc leur couple explose suite à ça parce que voilà, et elle repart en Russie et puis finalement elle revient et à ce moment-là arrive la guerre en Ukraine et qui permet aussi de relativiser entre guillemets, de mettre en perspective tout ce qui se passe dans le monde et de cette sensation que tout le monde est en train de se dérégler et qui frappe tous les membres de la famille d'une manière différente. C'est François, je crois, qui parle de. Je crois que c'est François qui parle d'intranquillité. Je crois qu'il a dit. Oui, allez-y. Non, c'est Agnès qui a la sensation d'intranquillité. C'est-à-dire que donc la mère de Romain, maintenant, elle me dit je défais plus jamais ma valise quand je vais quelque part. J'éteins plus jamais mon téléphone. Je suis toujours sur le truc. Il peut se passer quelque chose de terrible d'un moment à l'autre. De plus jamais se sentir tranquille. Mais je pense que ça, c'est un sentiment qui est assez partagé par beaucoup de gens. Oui, elle n'était pas seule à le ressentir, l'intranquillité. Beaucoup de gens autour d'elle le disaient. En quelques années, le monde était devenu incomparablement plus anxiogène. Certains dataient ce changement du Covid, d'autres le faisaient remonter aux attentats du Bataclan. Mais dans son calendrier intime, personnel, tout avait commencé ce jour-là, le 26 mai 2016. Quelque chose dans les astres avait dû tout dérégler.
Ensuite, tout était parti en vrille. Il y avait eu la pandémie, la guerre en Ukraine, jusqu'au massacre du 7 octobre en Israël. Et elle s'était réjouie que sa mère soit morte à temps pour ne pas voir ça, elle qui était fille de rescapés des camps de la mort. Comment, en 8 ans, le monde avait-il pu ainsi basculer dans la terreur? Oui. Mais je veux bien juste lire un passage avant, parce que là, on est déjà à la fin, mais pour donner un peu le ton du livre que j'ai vraiment essayé, j'ai voulu écrire comme un thriller un peu, mais au plus près des personnages et au plus près dans l'empathie, parce que ce qui manque le plus dans tous ces gens auxquels sont confrontés cette famille, c'est l'empathie. C'est-à-dire quand ils arrivent à l'hôpital, ils ont passé la nuit à l'aéroport parce qu'ils ont essayé de prendre un avion le soir et qu'il n'y avait plus d'avion et qu'ils ont passé la nuit à l'aéroport désert pour prendre le premier avion à 6h du matin. Quand ils arrivent à 8h du matin à l'hôpital, ils ne peuvent pas voir leur fils parce que les visites commencent à 13h. Alors que leur fils est entre la vie et la mort. Ils disent, mais c'est pas possible, ils se foutent de nous, quoi. Enfin, bon. Et tout est comme ça. Et donc, moi, l'écriture est et je pense que la lecture est aussi un exercice d'empathie. Et je vous lis juste l'arrivée à l'hôpital, voilà. Quand ils arrivent finalement. Arrivée à l'hôpital, Clotilde et Agnès, suivies de Judith et Françoise, avaient déjà descendu les quelques marches menant à l'entresol du bunker sinistre qui habitait la réanimation, et Gilles s'apprêtait à faire de même. On dirait un crématorium, se dit-il. Ça lui rappelait tout à fait le crématorium du Père Lachaise où son amie Stéphanie avait été incinérée 2 mois plus tôt. Et cette pensée lui fit froid dans le dos. Quand il sentit dans sa poche son téléphone vibrer, un numéro en 06 inconnu. Il décrocha, ce qu'il n'aurait sans doute pas fait dans des circonstances normales, mais plus rien n'était normal de toute façon. Depuis la veille, ils étaient tous passés dans une autre dimension. Et cette impression s'accentua encore quand son interlocuteur se présenta comme étant le ministre de l'Intérieur. Et après s'être rassuré qu'il parlait bien au père de Romain D., continua. « Vous savez pourquoi je vous appelle, je suppose ?» Et puis se tut, laissant à Gilles la charge de meubler ce silence, en sorte que celui-ci se sentit obligé de donner une réponse positive, même si la vérité était tout autre. La vérité était qu'il n'en avait aucune idée et ne se posait pas la question. Son esprit étant occupé ailleurs, très loin, dans ce lieu glacé où se trouvait Stéphanie et où Romain allait peut-être la rejoindre. Mais une réponse que l'autre prit manifestement pour argent comptant, puisqu'il articula ensuite un certain nombre de mots. Ce qui est arrivé, fils, très grave, la mort de Romain, conséquences, gouvernement, j'aimerais vous voir au plus vite, dont Gilles n'en entendit vraiment que 3, mort de Romain, qui lui firent comme un coup à l'estomac. Car si familier soit-il, jamais auparavant il ne les avait entendus ensemble, assemblés dans cet ordre. Aussi coupa-t-il la parole au ministre pour lui expliquer poliment que seuls ces mots-là l'intéressaient, de savoir si son fils allait mourir, qu'il arrivait seulement à l'hôpital et ne l'avait pas encore vu, laissant entendre que tout le reste, sort du gouvernement compris, il n'en avait rien à battre. En réponse à quoi l'autre convint, conciliant que c'était bien normal, mais qu'il fallait néanmoins qu'ils se rencontrent. Il n'en démordait pas. Et sans doute aurait-il insisté encore longtemps si Gilles, voyant Clotilde et Agnès arrêtées à l'entrée du bunker devant une porte close, n'avait pas coupé court, disant pour se débarrasser du ministre qu'il le rappellerait dès qu'il en saurait plus, avant de raccrocher. À l'entrée du bunker, après avoir appuyé plusieurs fois sur la sonnette prévue à cet usage, Clotilde parlementait à présent avec la personne venue leur ouvrir, qui, revêche, leur expliquait que non, il n'était pas possible d'avoir des nouvelles de Romain, que les visites n'étaient autorisées que l'après-midi, et tandis que Gilles se mordait les poings pour se retenir de l'assommer, Clotilde elle-même finissait par s'énerver, disant « Écoutez, ce n'est pas possible, il a été opéré cette nuit, mes parents ne l'ont pas vu, on ne peut pas avoir des nouvelles plus précises ?» Elle haussait le ton et sa voix montait dans les aigus. « Enfin, je suis médecin moi-même, chirurgien, on ne traite pas les familles comme ça !» Jusqu'à ce qu'enfin, de guerre lasse, un médecin qui se présenta comme le docteur Troidec, un breton donc, accepte de les recevoir et les fasse entrer dans la même salle que la veille, des familles, aussi puissamment éclairées de néons et aussi sinistres qu'en pleine nuit, puisque n'y pénétrait pas la lumière du jour, et d'un ton à la fois embarrassé et mécontent, d'un ton de reproche, leur disent en préambule, il tenait à le préciser, que nous, ici, on est là pour soigner tout le monde. On va soigner votre fils exactement comme n'importe qui. La phrase est tellement bizarre
Et le docteur Troidec semble tellement gêné en la prononçant que tous se regardent sans comprendre. Il n'a pas dit « on va soigner votre fils exactement comme n'importe qui, même si », mais tous l'ont entendu, ce « même si », aussi clairement que s'il avait été prononcé. Et tous se demandent même si quoi, supputant que ce qui vient derrière ne peut être que péjoratif. Sauf Clotilde, qui pense que c'est une référence au mini-esclandre qu'elle vient de faire, qui croit comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont une famille de médecins qu'ils doivent s'attendre à un quelconque traitement de faveur. Tandis qu'Agnès, Judith, Gilles, et même Françoise, et l'avenir leur donnera raison, comprennent sans doute possible que le docteur Troidec tient Romain pour un voyou, un casseur de flics, un de ces black blocs qu'on ne cesse de voir à la télé. En gros, s'il est ici, il n'a que ce qu'il mérite, mais ne vous inquiétez pas, on va le soigner quand même. C'est une violence. On voit bien il le considère déjà comme un black bloc, comme un. Mais c'est vrai, ce qu'on n'a pas dit, en effet, on comprend, c'est que Clotilde était elle-même chirurgienne en obstétrique, tout ce qui est. Et elle, justement, elle passe son temps à comparer, à dire qu'elle aussi, elle est confrontée malheureusement à des accouchements qui se passent mal, où on perd un bébé, où on perd une maman, et c'est pas censé arriver. C'est terrible quand ça arrive, mais que le minimum, quand quelque chose, si une erreur a été commise, c'est de passer du temps à expliquer aux parents, à parler, et qu'elle, elle consacre énormément de temps à expliquer les choses, et que sa grande satisfaction, c'est que quand elle a des patientes qui retombent enceintes, souvent elles reviennent la voir. Et donc elle est extrêmement choquée, d'autant plus que c'est son métier, extrêmement choquée par le comportement du médecin, du professeur qui est le chef de service, qui est d'une brutalité terrible, quoi. Vous parliez d'empathie, mais en effet, aussi bien du côté de la des politiciens que du milieu médical, ils sont vraiment complètement écartés de ça. Oui, ou même pire que ça, soit ignorés, soit traités comme des coupables, comme si c'était eux, comme après Romain sera traité par la justice, comme si c'était lui qui avait assassiné quelqu'un. Alors je précise aussi, mais on l'a peut-être compris, mais c'est même toujours mieux en le disant, que c'est un livre évidemment on peut considérer engagé, c'est sûr, mais vous arrivez aussi à maintenir, c'est pas un brûlot, vous ne tombez jamais dans une. Vous essayez de montrer moi, j'ai pas de thèse à défendre. Je suis pas du tout. Moi, je suis tout à fait convaincu que les policiers doivent avoir les moyens de se défendre et qu'ils font un métier difficile et dangereux et que c'est pas la question. Moi, c'est l'histoire humaine qui m'intéressait. C'est vraiment Voilà, je vous dis, c'est l'histoire d'une famille et ça peut arriver à n'importe qui, mais qui d'un coup bascule dans un espèce de cauchemar un peu kafkaïen, quoi, où d'un coup un État auquel on croit, des services publics auxquels on croit, se retournent contre vous. Mais bon, après tout, on a aussi l'Amérique qui d'un coup, mais voilà, c'est du même ordre, quoi. On se dit, on se pince pour y croire. Comment c'est possible, quoi. On se pince pour y croire. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions, peut-être à propos pour Nelly Allard, donc ça s'appelle La Manif chez Gallimard. Alors, en tout cas, je vous recommande vraiment vivement la lecture du roman de Nelly Allard, La Manif, aux éditions Gallimard, dont j'ai pu dire à quel point, en effet, j'avais été touché par ce livre. Voilà, en tout cas, j'espère. Merci beaucoup, et merci à vous, et merci à vous d'être là. Merci, et on passe donc à la dédicace. Ici même. Merci de votre attention, en tout cas. Merci. Le livre de Nelly Allard, La Manif, est publié aux éditions Gallimard. Nelly Allard est aussi l'autrice chez Gallimard de Moments d'un couple, prix Interallié en 2013, de Crieurs de nuit en 2010 et de La vie que tu t'étais imaginée en 2020. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée mercredi 5 mars 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
się śmieje, trzeba